Et l'invité ce matin, c'est le général Michel Yakovlev. Bonjour. Bonjour. Ancien vice-chef d'état-major à l'OTAN et l'une des voix qui nous éclaire et nous aide à comprendre bien évidemment ce qui se passe en ce moment même dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense israélien affirme que le Hamas a, je cite, perdu le contrôle à Gaza. Ses combattants fuient vers le sud, dit-il. Quel crédit accorder à ces déclarations? Ces affirmations correspondent-elles, de votre point de vue, à la réalité du terrain? Ça, je suis incapable de dire si ça correspond à la réalité. Une boîte noire pour nous. Je n'y suis pas. En revanche, si c'est vrai, alors c'est très très significatif. Ça voudrait dire que le Hamas, les combattants du Hamas sont moins portés au suicide que ce qu'ils avaient tendance à dire auparavant. C'est-à-dire qu'ils ne combattent pas au point d'être prêts à mourir devant l'armée israélienne? Apparemment, non. Si c'est le cas, le fait qu'ils fuient signifie qu'ils lâchent la population, parce qu'on a vu, pour le gros de l'affaire, la population protège le Hamas au lieu d'avoir le Hamas qui protège la population. Elle le protège malgré elle. En étant présent, elle sert de bouclier. Et donc, du coup, si c'est ce qui se passe, l'armée israélienne aura réussi à découpler le Hamas de la population, de son bouclier. Dans le sens où les combattants du Hamas fuiraient, oui, et que la population civile resterait, oui, là où elle est. Voilà. J'insiste, vous prenez la précaution de garder le « si » en faisant une hypothèse, parce que vous considérez que l'armée israélienne peut être là aussi dans un instrument de communication? Oui, c'est possible. C'est aussi, comment dire, c'est peut-être leur perception, pas forcément leur analyse du terrain, qui ne se concrétisera pas. Ceci dit, bon, s'ils le disent, c'est qu'au minimum, ils ont des raisons de le croire. Voilà. Et puis, ça peut basculer très vite. Je veux dire par là, quand vous avez une armée qui abandonne le terrain, ben, elle abandonne le terrain. Vous voyez? Alors maintenant, est-ce que en progressant de 3 blocs de plus, ils tomberont sur du dur, démentant ainsi le discours d'aujourd'hui? Vous voyez? Donc ça, c'est possible. Le fait est que dans les certitudes que l'on a, même si bien évidemment beaucoup des informations sont sourcées du Hamas ou de l'armée israélienne, dans les certitudes que l'on a, il y a quand même le fait que la bande de Gaza a été coupée en deux par l'armée israélienne. Ça, c'est l'une des étapes accomplies ces derniers jours. Est-ce qu'on peut, à minima, de votre point de vue, considérer que l'armée israélienne a fait le plus dur, a fait le plus gros de son opération? Alors, oui et non. Alors, oui, si, comme ils le disent, le Hamas a décroché, auquel cas, ils ont gagné. Et il leur reste à finaliser le produit, si j'ose dire. Non, si en fait, le Hamas est toujours là et les attend, et simplement attend qu'ils viennent. Parce que quand on dit qu'ils ont coupé la bande de Gaza en deux, oui, essentiellement par les intervalles, par les plages et tout, il leur reste encore des blocs de bâtiments à nettoyer. Sur l'objectif, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier, en marge d'une visite auprès de militaires bédouins qui combattent pour Tsahal, il disait « Nous visons une victoire totale ». Comment est-ce qu'on définit une victoire totale en pareille configuration de votre point de vue? Ouais, alors les mots victoire totale, surtout venant de la bouche des Israéliens, ça m'inquiète un peu. Mais, dans quel sens? Bah, c'est une vision excessive, et c'est ce qui s'était passé jusqu'au 7 octobre. Ils étaient en domination totale, ils étaient en situation de puissance totale, en perception, jusqu'à l'attaque du 7 octobre, qui a du coup secoué un certain nombre de certitudes. Mais les Israéliens, sur les 15 dernières années, ont transformé victoire totale en blocage, au sens, maintenant c'est fait, ils n'ont plus qu'à l'accepter. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est si Netanyahou reste aux affaires, qu'il remporte une victoire totale sur le terrain, ce qui est peut-être en train de se passer, est-ce qu'il en déduira qu'il n'a plus besoin de négocier puisqu'il a gagné? C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et donc c'est ce qui pas explique négocier la de solution politique à deux États. Les Israéliens disent, comme tout le monde d'ailleurs, disent il faut être en position de force pour négocier. Avant le 7 octobre, la perception de la position de force était clairement du côté des Israéliens. Est-ce qu'ils ont négocié? Non. Ils ont considéré qu'ils n'avaient rien à négocier. Dans les opérations, vous disiez il reste des blocs, on va voir comment ça se passe. Bon, il y a une attention qui se focalise sur le sort de l'hôpital Al-Shifa. Ça affirme que le Hamas y a installé des positions en sous-sol, voire son quartier général. L'armée a, pour le coup, réussi à faire jonction entre ses troupes venues du nord et ses troupes venues du sud. Vous rappeliez à l'instant qu'elles étaient entrées par plusieurs moyens.
Quel type d'opération Tsahal peut mener de votre point de vue? Il y a la difficulté de se dire c'est un hôpital. On ne bombarde pas impunément un hôpital avec à l'intérieur des patients, des malades, des personnes qui se sont réfugiées à l'intérieur en pensant y être protégées. Quels sont les moyens militaires que Tsahal a à disposition? Quels sont ces moyens? Alors, pour l'instant, elle est manifestement très réticente à donner l'assaut, à juste titre. Et j'en suis soulagé, si j'ose dire. Au fond, ils ne sont pas pressés, les Israéliens. Ils mettent la pression autour. Ils ont laissé ouverte une porte vers l'Est pour que les combattants, le cas échéant, puissent s'exfiltrer, voire par le réseau des tunnels. Et je suppose qu'ils n'entreront dans l'hôpital que lorsque les médecins leur auront dit c'est bon, vous pouvez venir, je pense. Et au fond, ils ne sont pas pressés, les Israéliens. Quelle pression ont-ils pour s'emparer de l'hôpital aujourd'hui, mardi, plutôt que mardi de la semaine prochaine, par exemple? Alors, mais quand vous dites que les médecins leur disent, vous imaginez des médecins palestiniens dire à l'armée israélienne, vous pouvez attaquer l'hôpital? Je suppose que non, pas attaquer, c'est au sens, ils sont partis, ils pouvaient venir. Au sens, les combattants du Hamas ont fui. Oui. Je pense que c'est plutôt ça qu'attendent les Israéliens, parce que tout le monde a bien compris que, bon, déjà, ils vont pas bombarder l'hôpital pour le transformer en tas de débris, ça c'est vide de sens. Deux, si jamais ils y vont, ils donnent l'assaut à l'hôpital, vous voyez, on jette des grenades dans les plateaux chirurgicaux, vous voyez ce que je veux dire, c'est moins comme image. Hein. C'est à ça, à votre avis, que pense Joe Biden, le président américain, quand il dit qu'il attend d'Israël des actions moins intrusives? C'est typiquement ne pas bombarder l'hôpital? Ne pas bombarder l'hôpital, ou d'une façon générale, ne pas bombarder, sauf besoin absolument et proportionnalité au gain attendu, par exemple. On ne bombarde pas un immeuble parce qu'il y a 2 snipers au dernier étage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'armée israélienne a quand même, elle assume, elle dit, on continue à mener des raids parce qu'on vise des infrastructures terroristes qui sont installées dans des bâtiments gouvernementaux, au cœur de la population civile, y compris dans des écoles, des universités, des mosquées. L'armée israélienne dit, nous, notre objectif, c'est bien les terroristes. Le fait est qu'ils sont parfois cachés, nichés au cœur de cibles civiles. Oui, mais l'armée israélienne, il me semble qu'elle change de style depuis quelques jours. Je veux dire par là que pendant un mois, ce qu'on en a perçu, attention, il n'y a pas de journalistes dans Gaza, correct? Donc ce sont les images soit du Hamas, soit des incursions très rares et quelques correspondants locaux. Mais donc, de ce qu'on a vu, on a vu une dégelée de bombes et de missiles, 11 000 d'après les chiffres des Israéliens. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et maintenant, on voit des images de chars. Quand un char tire dans un immeuble, ça n'effondre pas l'immeuble. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément très élégant, mais c'est quand même beaucoup plus discriminant. Pour bien comprendre, vous dites, une bombe aérienne, ça peut détruire un immeuble. Un char, ça fait un trou, éventuellement, ça l'endommage. Ça va ravager un immeuble, un appartement. Mais voilà. Donc c'est un combat, entre guillemets, de détail. Donc les Israéliens, aujourd'hui, sont passés dans le mode, a priori, combat de détail, où ils acceptent plus de risques pour leurs soldats, l'avantage étant qu'ils infligent moins de pertes aux innocents. Ça, c'est pour la surface, général Yakovlev, oui. Parce que je disais tout à l'heure, Al-Shifa, la probabilité, c'est que le Hamas se soit bien terré sous l'hôpital. Oui. On a parlé des réseaux de tunnels, etc. Comment est-ce que Israël peut combattre sous terre? Est-ce qu'on peut imaginer que les soldats israéliens rentrent dans les tunnels, qu'ils y envoient des drones? Quels sont les moyens qu'ils ont à leur disposition pour mener ce combat souterrain? Alors, ils ont une unité spécialisée et des drones et des chiens, etc. Mais je suppose que le plus logique, c'est de pas engager la vie, parce que c'est piégé aussi en dessous. Et les gars du Hamas attendent de voir les premiers arriver pour les ensevelir, par exemple. Donc, une des possibilités, c'est de faire ce que les Américains avaient fait à Iwo Jima, où il y avait tout un réseau souterrain. C'est une bataille de 1944 contre les Japonais. Beaucoup de souterrains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené les bulldozers et ils ont bouché tous les souterrains. Dès qu'ils voyaient un trou, ils mettaient voilà. Et ils les ont enterrés vivants en pratique. Donc je pense que les Israéliens, pour l'hôpital, la partie émergée de l'hôpital est, je suppose, j'espère, un hôpital légitime, avec des opérations parfaitement... voilà. Un réel hôpital qui sert la population civile. Donc, on s'empare de l'hôpital dans sa... au-dessus de... À la surface, la partie aérienne. Et puis pour le reste, dès qu'on voit un trou, on met du béton dedans. Et je suppose que c'est comme ça qu'ils régleront le problème, au moins pour Al-Shifa. Quand on dit que potentiellement des combattants du Hamas peuvent avoir fui, si on va au bout de la logique, ça veut dire
Ils abandonnent leurs armes, leurs armements dans les tunnels et ils se fondent dans la population civile pour essayer de disparaître et s'évanouir comme ça? Ça peut être ça, ou ils peuvent être partis avec leur armement. Mais enfin, ils seront partis avec leur armement individuel, pas des roquettes de 200 kilos, si vous voulez. Donc ils auront laissé derrière, au minimum, le stock lourd. Est-ce que ça suffit à pouvoir dire aujourd'hui que le Hamas n'est plus, ou pratiquement plus, je vais rester très prudent dans l'expression, une menace directe pour la sécurité d'Israël et des Israéliens? C'est assez bon. Oui, le jour où on les décroche de la population, déjà ils sont beaucoup plus vulnérables. La population n'est plus, entre guillemets, une gêne pour les opérations, puisqu'on n'a plus à tirer au travers d'elle, si j'ose dire, sur le Hamas. Ça veut dire qu'ils peuvent revenir, c'est possible. C'est ce qui s'est passé les fois d'avant, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais, malgré tout, je suppose que là, avoir purgé la moitié de la bande de Gaza des combattants du Hamas, libérant ainsi la population, mettant Israël en contact direct avec la population, qui ne lui est pas acquise, hein, mais qui est peut-être soulagée de ne pas avoir le Hamas non plus. C'est une perspective plus engageante à long terme. De ce point de vue-là, les Israéliens sont peut-être, et je leur souhaite, en train de remporter une victoire militaire qui a un sens politique, parce qu'ils pourront en faire quelque chose politiquement. Et le Hamas serait réduit à la clandestinité, au lieu d'être les maîtres... d'être le pouvoir de fait de la bande de Gaza. Vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, le fait est que le Hamas utilise aussi la population civile, en se réfugiant, en se cachant sous des hôpitaux, sous d'autres bâtiments. On a eu différentes scènes ces derniers jours, à la fois... Cette controverse sur la question de savoir si oui ou non, par exemple pour l'hôpital Al-Shifa, l'armée israélienne avait bien tenté de livrer des jerrycans d'essence pour faire fonctionner les générateurs de l'hôpital. Ont-ils été refusés par le Hamas ou ont-ils été refusés parce qu'ils étaient en quantité insuffisante? Les informations sont contradictoires. Il y a également ces informations de l'armée israélienne qui dit que dans un autre hôpital, Al-Rantisi, là le Hamas pourrait avoir détenu des otages. L'armée israélienne a notamment exhibé des preuves qui en attesteraient, un biberon, une corde près d'une chaise. Comment l'armée peut-elle répondre à cela dès lors qu'il y a le risque, pour le coup, qu'il y ait des cibles civiles, qu'il y ait des otages? Y a-t-il une technique militaire qui permettrait à l'armée israélienne d'avancer malgré tout? Parce qu'on parle de l'hôpital Al-Shifa, mais c'est pas le seul à être concerné par cette pratique, cette technique, cette stratagème du Hamas. Alors la première technique déjà, c'est de prendre son temps. Ce que font les Israéliens, a priori maintenant, c'est... avant de livrer un assaut très destructeur, ils prennent leur temps. Donc pour analyser, pour capter l'information. Oui, pour encercler, et puis pour donner le temps au Hamas de décrocher. En pratique, à l'heure actuelle, il semblerait que ce que les Israéliens ont cherché à faire, plutôt que de donner l'assaut dans des infrastructures civiles avec des combattants du Hamas dedans, que les combattants du Hamas s'en aillent, ce qui démilitarise de fait l'infrastructure, et après ils rentrent. C'est de loin préférable, et puis c'est politiquement beaucoup plus efficace, parce que ça montre à tous les Palestiniens que derrière ces rodomontades, le Hamas, en fait, n'a pas livré pour Gaza le même combat que les Ukrainiens pour Mariupol. Je voudrais avoir aussi, Général Yakovlev, votre regard de militaire sur le débat diplomatique et sémantique autour de la question de la pause humanitaire, trêve humanitaire, cessez-le-feu. Tous les pays occidentaux n'ont pas, tous les pays d'ailleurs en général, n'ont pas exprimé les mêmes positions. Les pays arabes, bien évidemment, ont demandé un cessez-le-feu qui profiterait à la population palestinienne dans leur esprit. La France s'est rapprochée de cette position ces derniers jours dans la déclaration du président français. C'est pas le cas de l'Allemagne, c'est pas le cas des Américains qui disent au maximum des pauses humanitaires, mais pas de cessez-le-feu parce que ça profiterait de leur point de vue au Hamas, qui pourrait se replier, se réorganiser, se réarmer et riposter. Militairement, avantages et inconvénients de votre point de vue de l'une ou l'autre solution, la pause humanitaire, le cessez-le-feu? La pause humanitaire, ça se pratique entre armées respectables. Je prends un exemple, c'est la relève des blessés sur le champ de bataille, négociée par les deux camps. Après, on reprend la bataille. C'est arrivé historiquement dans la guerre de sécession, par exemple, chez les Américains. Donc là, en l'occurrence, la population étant au milieu, permettre de subvenir aux besoins essentiels.
C'est possible à condition, vu des Israéliens, que le Hamas n'en profite pas pour se repositionner, pour sortir des objectifs à haute valeur ajoutée, par exemple, pour exfiltrer, comme on dit pudiquement, des chefs, pour se réarmer et pour faire une pause. Donc les Israéliens sont très, comment on appelle ça, réticents à ces pauses parce qu'elles rendent service, ils craignent qu'elle rende service au Hamas. La vraie balance, c'est est-ce que ça rend plus service à la population qu'au Hamas vous voyez, tout un inconvénient, finalement. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, a eu il y a quelques heures ces mots. Nous avons 2 ou 3 semaines avant que la pression internationale ne s'intensifie vraiment. Dans son idée, ces pressions, ces appels à la pause ou au cessez-le-feu vont finir par devenir trop envahissants pour qu'Israël puisse continuer ses opérations. Est-ce que vous partagez cette idée que là, le temps est compté pour l'armée israélienne ? Le temps est compté, c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes la fenêtre de légitimité. Mais tout dépend de leur degré de... J'allais dire de cynisme, mais c'est pas le mot. Bon, au fond, j'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire ? Une grande partie... Leur attachement ou pas à la vie des civils et des otages, c'est ça que vous pensez ? C'est vis-à-vis des otages, des opinions. Je veux dire par là, déjà, les opinions, la rue arabe, le Grand Sud, etc., de toute façon, quoi qu'on fasse, ils sont contre eux. Donc, de toute façon, ils ne changeront pas d'avis. Leur vrai problème, c'est les opinions occidentales, c'est vous sur ce plateau ce matin. Et ce sont aussi des puissances occidentales qui parfois aident Israël et qui soutiennent Israël. Oui, qui soutiennent Israël, mais pas là directement dans la guerre. Israël est seul de ce point de vue. Donc, s'ils sentent qu'ils sont pas loin de l'avantage décisif, on pourra toujours crier, hein, ça changera rien. Et même les Américains, ils sont pas aux ordres des Américains. Et les Israéliens l'ont toujours dit, à partir du moment où on est existentiel, dans un combat existentiel. Donc, oui, la pression monte contre eux. D'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, leur style de guerre, si on arrête les destructions massives, vous voyez, les frappes de bâtiments, etc., et qu'on est plus dans un combat de détail, où on prend son temps, à la limite, on négocie l'entrée bloc par bloc. Bon, il retarde l'échéance, parce que c'est une forme de guerre qui est beaucoup plus acceptable, éthiquement elle est soutenable. Mais plus longue. Et elle préserve la population, voilà, mais elle est plus longue, elle nécessite du temps. Mais tout le monde comprend que échanger du temps pour des innocents, c'est un deal tout à fait respectable, au moins dans les opinions publiques occidentales. Oui, et pour le coup, ça assurerait à Israël un plus grand consensus autour de son action qu'aujourd'hui, et peut-être moins d'inquiétude. Pendant que la situation est dramatique à Gaza, il n'y a pas d'autre mot, il se passe aussi des choses en Cisjordanie. Cette nuit encore, 5 Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec l'armée israélienne à Tulkarem. Il y a eu également des heurts, parfois des violences, et y compris avec des victimes, entre colons israéliens et palestiniens de Cisjordanie. Vous considérez que la situation en Cisjordanie est insuffisamment regardée, insuffisamment suivie ? Absolument, et je m'inquiète beaucoup. Alors dans la presse anglo-saxonne, je vais citer 3 médias anglo-saxons qui ne passent pas pour être anti-Israël ou antisémites. CNN, The Economist et le Washington Post, dont des correspondants sur place ont rendu compte la semaine dernière de la situation qui paraît très inquiétante. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Les ratonnades menées par un certain nombre de colons juifs contre leurs voisins palestiniens. Je parle de ratonnade. Et quand il y en a un cycle à répétition, c'est ce qu'indique un de ces articles, quand c'est répété, c'est tous les soirs, et qu'apparemment ça ne les empêche pas, voire... Vous parlez de ratonnade parce que vous voyez une violence gratuite de la part de colons israéliens envers les Palestiniens de Cisjordanie ? Elle est destinée à faire partir les gens. C'est le début de l'épuration ethnique. C'est la Bosnie. C'est pour l'instant ce qu'il semble se mettre en place, c'est un schéma à la bosniaque. On fait partir les gens par des actes de violence, de terreur, en tuant un certain nombre, etc. Alors à l'heure actuelle, ce que j'ai entendu, c'est côté israélien, c'est par exemple les 5 de Tulkarem résistaient à l'action, donc si ça se trouve, ce sont des terroristes qu'on a flingués. Bon, mais il semblerait qu'il y ait peut-être des centaines de Palestiniens qui n'étaient pas des terroristes, qui ne sont pas morts les armes à la main, qui en particulier, il y a une semaine, allaient à un enterrement. Cette accusation-là, vous la portez contre des colons israéliens, donc des civils, ou contre l'armée israélienne et l'État israélien qui aurait une action organisée et concertée ? Les articles que j'ai lus, parce que j'y suis pas moi,
c'est les deux, mon général, parce qu'il y a à la fois une campagne délibérée des colons et une forme de complicité de l'armée qui, dans certains cas, est accusée par les Palestiniens de n'avoir rien fait, alors que ça se passait sous leurs yeux. Alors, j'espère me tromper et j'espère que ce sont des fake news. Ce que je voudrais, à titre personnel, c'est que le gouvernement israélien dise « Monsieur Yakovlev, ce sont des fake news ». Et la vérité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas OK Choral en Cisjordanie. L'autre possibilité, c'est qu'en réalité, on a un pogrom à bas bruit qui se déroule tranquillement pendant que les gens sont en train de regarder ailleurs et que les colons juifs en Cisjordanie sont en train de profiter de la pour situation. Le coup, puisque vous accusez dans ce cas-là, hypothétiquement, les colons israéliens d'attenter à la vie de Palestiniens. Je voudrais juste terminer, Général Yakovlev, par un mot tout de même de la situation en Ukraine qu'on continue de suivre de très près, parce qu'il y a quelques heures, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a promis aux Ukrainiens que le soutien des États-Unis à l'Ukraine continuerait, y compris pendant la période hivernale, y compris dans la période où on attend encore des frappes russes contre les infrastructures. Il le dit parce qu'il y a un réel doute sur la capacité des Américains, des Occidentaux à continuer à suivre l'Ukraine. Il y a un doute. Alors, il y a le spectre Trump, comme on dit, qui est en train de remonter. Donc ça déstabilise tout le monde. Effectivement, il y a un doute. La majorité républicaine au Congrès a bloqué une tentative. Mais est-ce que c'est un doute que vous partagez? Est-ce que vous pensez qu'on joue à se faire peur ou que réellement il y a un risque sur la capacité des Américains à soutenir l'Ukraine? Alors, sur la capacité, quand même, les Américains ont beaucoup donné à l'Ukraine, mais même eux arrivent un peu au bout du stock. Donc maintenant, c'est la production qui aide l'Ukraine. C'est beaucoup moins le stock. Ça gêne. Et ensuite, malgré tout, l'intérêt de l'Amérique est de continuer. Et l'administration américaine, pour le coup, l'a visiblement quand même bien compris. Mais une administration américaine, Trump, qui joue contre les intérêts de l'Amérique, ça s'est déjà vu aussi. Et tout l'enjeu de l'élection américaine dans quelques mois. Merci beaucoup, Général Yakovlev, d'avoir été sur le plateau.